Ce soir, je vais vous lire quelques extraits du roman dont vient de parler Gilbert, L'amour en gondole, avec un personnage dont on connaît en tout cas le nom dans le canton de Neuchâtel. Beaucoup de gens ne connaissent que le nom en réalité, mais tout de même pas mal de gens connaissent le peintre. Sa correspondance d'ailleurs est, sauf erreur, déposée dans cette bibliothèque ici, la bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, ce qui nous rapproche un peu plus, dans le fond, de ce personnage ici ce soir. Je vous montre la couverture du livre, non pas pour vous faire de la publicité, d'ailleurs ce n'est pas nécessaire, il y en a là, mais pour vous commenter cette couverture. Cette couverture, c'est un détail de la dernière toile de Léopold Robert, qui s'appelle Le départ des pêcheurs de l'Adriatique, qu'il a peinte à Venise, et c'est sa dernière toile. On peut dire que les difficultés qu'il a rencontrées pour créer cette œuvre ont probablement participé au désespoir qu'il a finalement entraîné dans un suicide dramatique et tragique à l'âge de 40 ans. Ce détail qui figure à gauche de l'œuvre c'est vraiment un grand format, des très grands formats qu'on peut voir au musée des Beaux-Arts de Neuchâtel. On peut voir cette grande toile et du côté gauche, un peu à l'angle droit, en bas, figure ce détail qui est une mère qui tient son enfant. Alors c'est pas, disons, cette image n'a rien à voir thématiquement, bien sûr, avec le récit. On ne parle pas il n'y a pas de mère à l'enfant dans ce récit. Mais la raison profonde, c'est que ce détail a failli, en fait, ne jamais exister. C'est une scène qui est d'ailleurs racontée dans le livre. Léopold Robert était un perfectionniste, un anxieux, mais c'était aussi un artisan. Dans le fond, il est parti d'un milieu très modeste, d'un petit village qui s'appelait Les Éplatures. Il était voué à devenir un artisan plutôt qu'un grand artiste. Et des circonstances, disons, extraordinaires, une certaine chance ont fait qu'il a pu avoir un destin qui était à peu près inimaginable, dans le fond, à l'époque, si on se transporte à l'époque, dans ce petit village des Éplatures avec un père qui était boîtier. Et Léopold Robert effaçait beaucoup. Il grattait ses toiles. Presque autant qu'il peignait, il grattait, parce qu'il n'était jamais satisfait du résultat, ou rarement satisfait. Si bien qu'il était engagé constamment dans une espèce de lutte de création et d'effacement de sa propre création. Et ce détail-là, il était en train de le gratter avec son grattoir dans son atelier de Venise, quand un jeune ami à lui, qui était un admirateur, mais un admirateur qui était capable de cet regard critique quand même sur ce que faisait Léopold, critiquait la composition du départ des pêcheurs de l'Adriatique. Et il lui disait, écoute Léopold, là c'est un peu figé, etc. Léopold, qui probablement s'était déjà fait ses critiques lui-même, était très attentif à ça. Il a commencé à gratter, et il a commencé à gratter, dans le fond, bien au-delà des remarques que lui faisait Odier. Et elle est arrivée dans le coin gauche. Et il a commencé à gratter, et Odier, son ami Odier, qui était un peintre aussi, l'a arrêté. Il a dit, mais Léopold, ah non, ça tu ne vas pas éliminer, gratter, c'est parce que ça c'est vraiment très beau. Et pris dans son élan destructeur qui était quand même en lui, il a fallu que son ami Odier et que son jeune frère Aurel, qui l'accompagne à Venise, qui est venu travailler à Venise avec lui, qui faisait des copies de son chef-d'œuvre, de la toile qu'il a rendue célèbre, qui est Les Moissonneurs, et qui faisait, dans le fond, qui moissonnait les moissonneurs, ils en tiraient le maximum, il y avait plein de gravures. Son frère Aurel et Odier l'ont arrêté, et c'est grâce à eux, dans le fond,
l'ont arrêté, mais presque violemment, presque en le forçant physiquement à ne pas détruire ce détail. Et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui on peut voir encore dans cette toile qui est exposée au musée de Neuchâtel, ici tout près, qu'on peut voir encore à gauche ce détail. Voilà. Je tenais en guise d'introduction à vous raconter cette anecdote, mais en fait c'est plus qu'une anecdote sur Léopold. Il y a trois personnages, et Gilbert l'a esquissé, enfin trois personnages principaux dans ce roman. Il y a d'une part un narrateur il y a quelqu'un de plus tout jeune, enfin il n'a pas d'âge, on ne sait rien, c'est un personnage un peu en creux, sauf qu'il largue les amarres et qui quitte son existence. Il est un peu métaphorique des problèmes qu'on peut se poser aujourd'hui, des questions qu'on peut se poser aujourd'hui quant à l'âge. C'est-à-dire, d'un côté, on est dans une société qui nous dit « mais vous êtes jeune longtemps, les jeunes retraités, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire du sport. » Et puis d'un autre côté, on a quand même un marché du travail qui évacue les gens, dans le fond, après 50 ans. Pour les gens qui recherchent un emploi, ils sont quasi trop vieux. Et il y a cette espèce de dichotomie. Donc ça, c'est un thème, dans le fond, tout à fait contemporain que porte ce narrateur. Ce narrateur, il part et il se lance, dans le fond, sur les traces d'une jeune femme qui s'appelle Sylvia. Et cette Sylvia, un personnage assez mystérieux, qui est aussi assez en creux. On sait seulement que c'est une étudiante, entre guillemets, une étudiante éternelle, comme on dit, qui change constamment de discipline et qui finit par se fixer sur la psychologie. Et puis dans la psychologie, eh bien, tout à coup, elle trouve Léopold Robert tout à fait fascinant comme personnage, une réussite importante comme peintre. Il faut quand même savoir et rappeler que Léopold Robert a été une véritable gloire en la première moitié du XIXe siècle, une gloire de la peinture romantique qui l'a fait entrer au Louvre et qui fait qu'il demeure aujourd'hui un peintre historique, raison pour lesquelles on peut voir toujours deux tableaux qu'il a exécutés au Louvre à Paris aujourd'hui, dans la partie historique des peintres du XIXe siècle. Dans la mesure où le Louvre fonctionne un peu comme des archives, en quelque sorte. Il témoigne des gloires des différentes époques. Voilà. Et donc, ce personnage, c'est un départ. Il part, il largue les amarres, il suit Sylvia, qui va, elle, sur les traces de Léopold, non pas parce qu'elle s'intéresse à sa peinture, mais elle s'intéresse à sa mort. Elle s'intéresse à sa mort comme beaucoup de gens se sont intéressés après. Il y a dans le livre, il y a Louise Collet, qui était une poétesse connue à l'époque, est à Venise, et puis elle cherche des lieux marqués fortement, symboliquement par ce qui s'est passé. Et puis on l'envoie au Palais Pisani à Venise, où se trouvait l'atelier de Léopold Robert, où il a mis fin à ses jours d'une manière, disons, très violente. C'est ça qui la fascine, ce personnage Sylvia. C'est la mort de Léopold, c'est comment, d'une grande gloire, d'une réussite inouïe, alors que dans le fond on part de rien, ce qui est quand même très rare, encore plus rare à cette époque qu'aujourd'hui, comment on en vient à se supprimer, à se suicider violemment, et d'autant plus que c'est quand même une histoire d'amour tragique, puisque Léopold est tombé fou amoureux de Charlotte Bonaparte. Les Bonaparte étaient exilés donc en Italie après la chute de l'Empire, et il avait donné des leçons dans la maison Bonaparte à Florence, et c'est ainsi qu'il a connu Charlotte, qu'il en est tombé très amoureux, que certaines circonstances ont pu lui faire penser à un moment donné que son destin, non seulement qu'il serait un peintre glorieux, mais qui pourrait épouser une femme de la noblesse d'Empire. Et en fait, ça n'a pas du tout marché comme ça. Il s'est pris ce qu'on appellerait aujourd'hui un râteau qu'il a profondément désespéré et qui a très largement contribué à son suicide. Donc, ce narrateur, il apprécie la peinture de Léopold, il est touché par la peinture de Léopold.
il est touché par ces personnages magnifiques de couleurs que vous avez peut-être vus. Il était un très bon peintre de genre, Léopold. Et une de ses particularités, c'est qu'il peignait des gens du peuple. Il les peignait pas seulement, il les magnifiait. Les brigands qui couraient les campagnes, les campagnes romaines. Il avait un certain courage physique d'aller quand même parfois à leur rencontre, de les faire poser. Et sa célébrité est venue parce qu'à un moment donné, ces personnages du peuple, mais qui magnifiaient, ils ne s'intéressaient pas tellement, dans le fond, à l'époque, les grands poètes romantiques français, Lamartine et autres, quand ils étaient des admirateurs, ils tombaient en pâmoison devant les toiles de Léopold. Dans le fond, ils disaient, mais voyez comme le peuple est beau. Et puis ça plaisait, dans le fond, ça plaisait beaucoup. Vous dire encore, avant la lecture, je ne suis pas un critique d'art, je ne suis pas un spécialiste, je me suis intéressé au personnage et pris de passion pour ce personnage. Quand pendant enfant, on a vécu avec un nom de rue, d'une avenue, qui était la fierté des chaudefonniers, et puis derrière, on trouve un personnage de ce calibre, avec un destin pareil, c'est quand même un peu bouleversant, quoi. Donc Léopold, sa difficulté comme peintre, c'était le grand format, traiter vraiment de grand format. Pour être consacré comme un grand peintre, à l'époque, il fallait devenir dépasser le peintre de genre, le peintre qui fait des portraits, avec l'originalité de Léopold qui ne se contente pas de portraiturer les aristocrates et les gens d'église. Il va vraiment peindre des gens du peuple qu'il magnifie. Il veut devenir, pour être consacré comme peintre, il doit devenir un peintre historique en quelque sorte, traiter d'énormes toiles avec des compositions compliquées, des scènes historiques, et il se lance là-dedans. Ils vont en faire 4. La première, c'est un énorme succès, c'est le retour, les moissonneurs, et il lit ça un peu comme Vivaldi, les 4 saisons. La première, c'est les moissonneurs, 1831, une toile qui lui vaut vraiment une gloire très importante, achat de la toile par le roi Louis-Philippe, qui l'offre au Louvre, arrivée triomphale à Paris. Vraiment, on ne peut pas rêver d'une plus grande gloire pour un petit peintre parti des éplatures en 1818. Après, il veut faire une deuxième, il en fait une deuxième qui n'est peut-être pas aussi intense que les moissonneurs, c'est le retour de la Madone de l'Arc, c'est le fond des fêtes populaires qui ont lieu là dans la région napolitaine. Il vient à Venise pour faire la troisième, qui sera Les pêcheurs de l'Adriatique, et qui sera malheureusement la dernière. Il n'y aura jamais de quatrième. Il prévoyait de faire une quatrième à Florence, l'automne, la vendange. Mais voilà, il s'est suicidé avant de faire la quatrième. Et il a beaucoup souffert, comme je vous le disais, sur cette troisième toile, le départ des pêcheurs de l'Adriatique. Voilà. C'est en guise d'introduction pour un peu quand même cadrer les choses, puissiez les situer dans les quelques passages que je vais vous lire maintenant. Là, on est dans le départ, le narrateur prend le train. Je suis parti sans me retourner. Je n'ai rien emporté, rien. Pas même un rêve d'autre vie, je suis parti à la sauvette, le cœur battant, comme un animal surpris dans son sommeil. Pourtant, je sais où je vais. Sylvia est une jeune femme qui s'est prise de passion pour un peintre au destin tragique, au point d'en faire, m'a-t-elle dit, le sujet d'une thèse. Parti d'un village perdu dans le Jura suisse, ce peintre croyait avoir conquis le monde. Il était sorti de nulle part pour devenir une gloire universelle. C'est son histoire qui captive cette jeune femme et non sa peinture qui la laisse indifférente. Je l'entends encore.
J'admire son effort, le sérieux et la passion avec lesquels il peignait, mais pas sa peinture. Je la vois en train de s'animer, ses mains se mettent à bouger, elle pousse une mèche rebelle de ses doigts fins et tourne vers moi son regard azur, si belle que j'en reste muet, alors que j'aimerais prendre la défense de Léopold. Peut-on vraiment admirer quelqu'un pour son effort et non pour ce qui en résulte? Vivre est un effort que personne n'applaudit, surtout avec le temps quand les articulations se mettent à grincer et que les muscles s'avachissent, y compris le cerveau, à commencer par la mémoire, ce qui fait qu'un homme de tête peut devenir un homme à trous. Sans parler d'une vague oppression parfois du côté du cœur, comme en ce moment, malgré mon grand calme, ma sérénité. D'abord un pincement qui me fait rouvrir les yeux, puis la sensation d'abriter une masse de plomb brûlante plutôt qu'un cœur battant au centre de mon être. Je pourrais crier tant j'ai peur. Une peur animale, sans autre expression possible que de crier. Je me retiens et me tourne vers la fenêtre et aussitôt m'apaise le défilé des images de fragments de paysages et de gens à l'intérieur des fragments. À peine entrevue, déjà disparue, la fenêtre avale mon cri et mon regard dérape sur le monde comme s'il n'y était pas tout à fait, un regard passager, très fasciné, mais plus tout à fait concerné. Ensuite, il y a quelques passages qui mêlent les deux départs, le départ du narrateur et puis le départ de Léopold 200 ans plus tôt, à peu près. Alors qu'il semblait se consoler en assumant un destin de peintre local apprécié, brossant les portraits de l'aristocratie et de la bourgeoisie de la région, une deuxième chance s'offre à lui en 1818. Séduit par son talent, un mécène neuchâtelois lui avance une somme d'argent importante dans le but de lui permettre un long séjour formateur à Rome. La première chance, entre parenthèses, c'était en 1812. C'était un graveur, un ami de la famille célèbre qui travaillait à Paris et qui, voyant le talent de ce gosse, comme ça doué pour le dessin, dans le fond, on se dit il ne pourra jamais donner toute la mesure de son talent si je ne l'emporte pas à Paris. Et il l'emmène à Paris, il l'inscrit à des cours, il suit notamment les cours du peintre David, vous savez, le peintre qui a peint l'assassinat de Marat. David l'accepte dans son cours, donc il juge quand même ce jeune élève venu de Suisse suffisamment doué pour poursuivre ses cours. Et puis arrive un événement politique qui dans le fond, brise ce premier élan de Léopold, où il remporte le deuxième prix de gravure. Ce deuxième prix de gravure lui donne la possibilité d'aller à Rome. Non, c'est le premier seulement, justement. Il le rate tout de suite. Et puis il se dit, je m'inscris l'année suivante et je vais viser le premier prix de gravure qui va me permettre de séjourner à Rome avec une bourse. Mais voilà, qu'entre-temps, la République et canton de Neuchâtel, qui était, je dis la République et canton, non, la principauté bonapartiste. Il y a une courte période où Neuchâtel était française, dans le fond, faisait partie de l'Empire. Eh bien voilà que les défaites de Napoléon font qu'elle redevient prussienne et que du coup il perd sa nationalité française et il ne peut plus poursuivre ses cours à Paris. Il doit rentrer aux éplatures. Alors ça, c'était quand même un coup dur. Il se remet à peindre, comme on le disait, il peint un peu les notables locaux, mais voilà qu'en 1818, une nouvelle chance se présente à lui. Voilà, et c'est ça, donc cette chance qui s'offre à lui en 1818. C'est un mécène, dans le fond, qui lui offre ce qu'il aurait eu comme prix au premier prix de Rome à Paris, donc au concours de gravure. Léopold peut ainsi réaliser l'ambition qu'il animait 4 ans plus tôt,
le graveur d'alors misant cette fois sur la peinture. On peine aujourd'hui à croire à cette histoire. Cela semble trop beau pour être vrai. Un premier bienfaiteur l'emmène avec lui à Paris, lui permettant d'échapper à une vie peu en rapport avec ses talents, et cela avec le plein accord de ses parents, conscients de l'avenir prometteur de leur fils aîné et prêts à le soutenir financièrement dans la mesure de leurs modestes moyens. Et quand cette aventure parisienne tourne court, pour des raisons politiques indépendantes de la volonté de Léopold, un mécène et collectionneur vient encore se présenter après une période de purgatoire. Cette chance qu'il a sans doute stimulée en travaillant sans relâche et en sachant se glisser dans les bonnes maisons, va ensuite l'accompagner au-delà de ce qu'un homme raisonnable pouvait espérer. Jusqu'à ce collectionneur parisien, Marcotte d'Argenteuil, ami dévoué et lointain, confident toujours attentionné qui prendra sa carrière en main dès ses premiers succès en 1822, le libérant du souci de gérer son triomphe parisien de 1831, lorsque sa grande toile, L'arrivée des moissonneurs dans les marais pontins, exposée au Salon de Paris, et considérée alors comme un pur chef-d'œuvre de la peinture romantique, lui vaudra la croix de la Légion d'honneur, accrochée à son cou par le roi Louis-Philippe en personne, un peu plus de 10 ans après son départ. Mais cette histoire n'était pas écrite d'avance. Il fallait au jeune peintre un certain courage pour charger sa carriole des effets qui l'emportaient à Rome, puis au moment de donner le signe de départ au cocher devant la maison familiale. N'est-ce pas le défi d'un audacieux que de se condamner à réussir pour honorer une dette ? D'ici 4 heures, il ferait une halte à Neuchâtel pour saluer son élégant bienfaiteur, François Roulet-Mézrac, une somme annuelle de 50 louis pendant 3 ans à titre de prêt, remboursable en tableau ou en espèces. Le succès ou rien. Il le sait bien, trop bien peut-être, car c'est un bon combustible pour alimenter le feu de l'anxiété. En effet, Léopold était quelqu'un de très scrupuleux, bien que son mécène était vraiment très généreux. Il n'attendait pas un remboursement rapide, et on peut imaginer que si ce remboursement n'était venu que tardivement et partiellement, il ne l'aurait pas assailli. Mais c'est quand même un protestant assez inquiet, Léopold. Le fait d'avoir une dette, tant qu'il n'a pas honoré cette dette, dans le fond, il n'est pas vraiment tranquille, quoi. On revient dans le train un petit moment, avec le narrateur qui part. Les cuisses de ma voisine occupent beaucoup trop de place dans ma vision, mais si je lève la tête, je sens bien que ça la gêne d'être vue en train de liker Dieu sait quoi, Dieu sait qui. Alors je me tourne vers la fenêtre qui me renvoie le reflet de ce que mes yeux cherchent à fuir, avec ma gueule en prime. Pas si mal, presque sans âge, disons, encore assez jeune, ce visage au relief aplati, aux rides effacées par les éclats de lumière. Dès que j'ai tout laissé tomber pour me mettre en marche, laissant ma vie derrière moi, j'ai compris qu'il fallait me fixer un objectif. Pas pour moi-même, bien sûr. Juste une image devant moi, comme une boussole qui m'empêche de sombrer d'un coup dans la nostalgie et la dépression et m'oblige à m'intéresser à quelque chose d'autre que ma propre histoire. Une histoire. Voilà ce qu'il me faut pour rompre avec mon passé. Une autre que la mienne, dont je suis enfin sorti, une histoire différente. Ne vit-on pas pour raconter ? Une vie qui ne se raconte pas n'est pas une vie. Il n'y a rien à dire. C'est pour cette raison que je suis parti à Venise sur les pas de Sylvia, au lieu de m'inscrire de manière peut-être précipitée dans un home ou de me diriger directement vers le cimetière pour gagner du temps sur l'inéluctable. Pour vivre encore un peu, sans chaîne, sans espoir et sans projet. Libre. Dans la première histoire venue, parce que Sylvia m'en a parlé et que cette histoire m'a plu. Par chance, j'ai assez de rente et d'économie pour me payer cette promenade hors de ma vie en attendant la fin. Le train a pénétré dans un long tunnel. Je vois dans la vitre le reflet de ma voisine pivotant sur son derrière et calant son corps dans l'angle du dossier et de la paroi du wagon avant d'étendre une jambe au travers du siège sans lâcher un seul instant son talisman.
L'autre, à côté de moi, remue sur son fauteuil et élève brièvement le coude pour porter sa main devant la bouche. Je l'entends bâiller. N'ayant aucune envie de lire et calculant que je devrais ressentir une certaine fatigue, je ferme les yeux en quête de somnolence. Mais comment sommeiller sous cette lumière blanche, la rétine accablée de lumens? Même paupières baissées, elle vous force à ne pas l'oublier. Elle n'offre aucun répit, aucun repli. Malgré la violence du reflet, je perçois des éclairages publics derrière la vitre, de vagues portions de route, des fantômes de villages, l'Italie, déjà. Ouais, je parle de talisman et puis je m'aperçois que j'ai oublié d'éteindre le mien, talisman. Je vais vite le faire avant qu'il me joue un mauvais tour. Si tout à coup vous êtes dans le même cas que moi, vous pouvez profiter là. Nous passons ici à Rome, dans l'atelier de Léopold à Rome. Il est devant un miroir. Il demeure immobile devant le miroir. Ses pensées semblent flotter dans son regard. Soudain, l'œil se fige et l'iris prend une connaissance de pierre. Il fixe sa propre bouche. Cette bouche serrée, comme les fines lèvres d'une vierge, ricane-t-il, ne parvenant pas à échapper à son obsession, Charlotte Bonaparte, la femme qui lui a donné des ailes. L'ovale parfait de son visage, ses grands yeux gris-verts, ses mains, sa voix, son sexe. « Tu parles d'une vierge, rugit-il. Pas de moisson pour lui, malgré ses innombrables efforts et cette dévorante passion qui le fait imaginer jusque sur sa propre bouche les plis les plus secrets de la princesse. Et plus il jette ses lettres au feu, plus flambe sa passion. De Charlotte en Charlotte, il avait une sœur aînée qui s'appelait Charlotte, c'est pour cela que de Charlotte en Charlotte. De Charlotte en Charlotte, disqualifié pour cause de laideur, Léopold. Beau, oui, beau, comme sur le portrait de lui qu'a brossé Aurel, avec cette chevelure tout en frisure posée, tel un étrange chapeau sur son crâne. Il se trouve beau en ce portrait comme en ce miroir, d'une beauté un peu hors du monde et hors critères, celle d'un homme obsédé par l'appel de l'amour et de la mort. Et bien sûr, en toile de fond, l'arrivée des moissonneurs dans les marais pontins, la copie qui l'épuise et l'énerve, parce qu'il en a fait plusieurs copies. « Mon triomphe, mon tombeau !» gémit-il, constatant avec étonnement que le désespoir l'embellit. C'est peut-être ça qui m'a perdu, hostile, ce faux bonheur affiché par les moissonneurs, et maintenant le départ des pêcheurs de l'Adriatique, ce reflet trop pâle de ma tristesse. Je me serais peut-être sauvé en y allant crânement avec mon désespoir et mes noires pensées. Si au moins j'avais été payé par le plaisir de peindre. Mais non, tout est venu laborieusement, plus de 3 ans de travail. J'ai renoncé à mon premier projet, qui était le carnaval. Je l'ai fui à coups de grattoir dès les premières tentatives, car il me faut de vrais visages, de vrais gens, de simples héros du peuple que je veux porter à la plus grande noblesse, et non des visages de carton. Ce sera bientôt l'hiver, les pêcheurs vont quitter Chioggia pour quelques mois. L'épouse pleure, assise sur une pierre, elle est malade, elle va mourir pendant leur absence et elle le sait. Son homme a beau lever la tête et le bras. Je suis fier tout de même d'avoir éteint ce tableau. Le brun des cabans, le rouge des doublures, le jaune des voiles, toutes les couleurs comme privées de soleil, jusqu'aux petits nuages rougeâtres à l'image de mon existence. En profitant de l'absence exceptionnelle d'Aurel, Aurel c'est son frère qui est venu à Venise, son frère cadet, à peu près 10 ans de moins que lui, il se laisse aller à des démonstrations théâtrales. Ah, peindre la noirceur de l'existence, la fatigue d'être.
Mais alors le monde n'aurait pas pu admirer le grand Léopold, argue-t-il en déclamant avec excès, mais sans candeur. Les puissants et les esthètes n'auraient pas pu se pâmer devant la beauté des humbles. Monsieur de Lamartine ne m'aurait pas admiré, ni Monsieur de Musset et Monsieur Dumas, ni les bourgeois, ni les nobliaux. Et j'aurais envoyé au diable Dieu et toutes ses églises, et tous ces saints. Ah, quel bonheur c'eût été de vivre franchement mon malheur loin de la Bible et dans l'oubli définitif du temple des éplatures, dont les psaumes et les prières ont nourri ma mère et ses 6 enfants. Il allume un cigare et il souffle un épais nuage de fumée dans le miroir. « Je me perds de vue, rit-il. » Il pense au jeune homme de 16 ans qui rêvait de devenir un grand peintre. Il le revoit ou l'imagine dans les effilochements vaporeux, front haut, regard intense déjà, un regard d'obsédé de peinture, de réussite, de prêt à tout. « Rien ne me manque, tout me manque, souffle-t-il dans un accès de tout. S'élançant à grands pas dans l'atelier, il cherche des raisons de s'apaiser et en trouve. L'Académie s'est agenouillée devant lui et les gens se pressent pour voir les pêcheurs à Paris, bien que sa toile soit arrivée trop tard pour être exposée au salon. Lui, le timide, le provincial, n'a-t-il pas conquis l'estime de Madame de Récamier à Naples, du comte Auguste de Forbin, directeur du Louvre, de l'illustre ambassadeur Chateaubriand de la famille Bonaparte? Ses clients ne sont-ils pas la crème de la noblesse européenne? Et là, le peintre cesse de s'agiter et prend sa tête dans ses mains. Ô Dieu, si je pouvais revenir 10 ans en arrière, comme je le ferais. Voilà, après, on va se transporter au cimetière de San Michele, qui est l'île cimetière de Venise, où repose Léopold Robert. Il a sa tombe au cimetière de San Michele. Et là, on s'y transporte à travers le regard du narrateur qui lui-même va en pèlerinage, si on peut dire, sur la tombe de Léopold Robert à Venise, à San Michele. Qui a déposé cette rose? Le fantôme repentant de Charlotte Bonaparte? Une rose sur la tombe de Léopold, donc. Une improbable admiratrice? Léopold aurait-il entraîné dans sa mort une invisible secte d'adoratrices et d'adorateurs romantiques? Sylvia? Obnubilé par cette question, je n'ai pas vu venir l'homme de petite taille qui soudain me fait face. Il me demande aimablement, en anglais, si je veux bien le photographier devant la tombe de Joseph Brodsky. Il me sourit d'une manière ambiguë et prometteuse, un sourire d'ange m'accueillant au paradis. Je me retourne et découvre, à 2 pas, si je puis dire sur le perron d'en face, la tombe du poète russe exilé. Bien plus modeste que Léopold, il se contente d'une stèle au sommet arrondi et d'un petit jardin d'herbes folles abondamment fleuries. L'admirateur du poète se poste en sentinelle devant la tombe avec ferveur, ne sachant trop s'il faut continuer de sourire ou afficher triste figure, et je presse sur le bouton qu'il m'a indiqué. Poussé par un réflexe de Pavlov, je me surprends ensuite à lui demander de bien vouloir à son tour me photographier devant la tombe de Léopold, et je lui tends mon appareil. Avant de s'exécuter, il veut savoir qui était l'artiste si pompeusement logé, et bien sûr son nom ne lui dit rien, ce qu'il attribue sans doute à ses propres lacunes en matière de beaux-arts. N'ayant pas le cœur de le démentir, je prends à mon tour la pose. J'ôte enfin mon chapeau de soleil, et je pense à ce voisinage, tandis qu'il me rend mon appareil photo et que nous échangeons un regard appuyé d'une étrange et furtive poignée de main,
code peut-être instinctif de l'amicale des cimetières. Puis il se retire comme une ombre. Pour Brodsky, nulle légion d'honneur piquée à la boutonnière par un roi, mais une condamnation à 50 travaux forcés par un tribunal soviétique. Puis une expulsion du territoire qui a fait d'un obscur jeune homme désœuvré, fils de marin, un prix Nobel de littérature et un amoureux de Venise. Le juge. Quelle est votre profession? Brodsky. Je suis un poète. Le juge. Mais qui vous reconnaît comme poète? Qui vous a enrôlé dans les rangs des poètes? Brodsky. Personne. Et qui m'a enrôlé dans les rangs de l'humanité? Le juge. Avez-vous étudié pour être poète? Brodsky. Cela ne s'apprend pas. Dans aucune école. Cela vient de Dieu. Est-il définition plus radicalement romantique du poète contre les raisons d'État? Et Léopold n'est-il pas mort dans semblable intransigeance contre les raisons de l'amour? Comme marmonnait entre ses dents Brodsky en parcourant d'un pas vif les Zattere sur le front sud de Venise, avant de respirer profondément l'air marin, la mort c'est notre force, notre peine et notre sueur. La mort c'est notre âme, nos nerfs et notre chair. Voilà, et puis ensuite on se transporte à l'enterrement de Léopold que j'ai quelque peu imaginé, bien sûr, puisqu'on n'a pas de descriptif précis, mais on sait quand même quelque chose que j'ai intégré à cette narration. On voit, on vit la mort de Léopold à travers les yeux de son frère Aurel, qui prend là quand même tout à coup une présence assez importante. Son frère qui a 10 ans de moins que lui, qui est allé donc travailler auprès de son frère, qui a vécu auprès de son frère, qui a hérité d'ailleurs de ses droits, et puis qui a poursuivi après, qui a travaillé pour faire encore connaître son frère après sa mort. Il était assez différent de son frère, il était beaucoup moins tourmenté que son frère Aurel. Et c'est lui donc qui a, on peut dire, il a hérité certaines choses de son frère, mais il a aussi hérité de son corps et de son cadavre. C'est lui qui l'a découvert, et puis c'est lui qui a été chargé d'organiser enfin il l'a fait, il s'en est chargé, ses obsèques à Venise, sachant que Léopold s'est suicidé. Il faut quand même se rappeler qu'à l'époque, c'est un péché absolu, quoi, le suicide. Donc il est très difficile de trouver un prêtre et un pasteur pour une cérémonie quelconque. Maintenant que son esprit libéré des tâches urgentes à accomplir commence à divaguer, il retombe dans les entrailles du cauchemar. C'est un enterrement dans une gondole où il descend, il remonte, il part du palais Pisani, du coin où il habitait, il remonte le Grand Canal et ensuite il part vers San Michele, où il se trouve bien sûr toujours dans sa tombe. Maintenant que son esprit libéré des tâches urgentes à accomplir commence à divaguer, il retombe dans les entrailles du cauchemar. Il se retourne brièvement pour tenter d'y échapper. Le petit cortège est parti et il se sent un peu rassuré, curieusement, par la haute silhouette du gondolier dissimulant en partie les barques qui suivent. Sur sa droite, il effleure du regard la façade du Palazzo Gussoni, dont l'ocre, encore noyé dans l'obscurité, dégage une aura grenat, une aura de sang noir. Et le funeste rêve recommence. Il court. Un chien se jette dans ses jambes. Il ne voit pas l'animal, ressent seulement le choc dans ses tibias. Il n'y a plus de bon sens, de prudence. Le monde se jette dans les jambes. Le choc, les muscles tendus dans les escaliers, la porte de l'atelier. Sa main qui s'acharne sur la poignée, un nouveau choc, beaucoup plus violent, celui de son épaule défonçant la porte.
La scène apparaît d'abord dans un grand flou, un trouble d'épouvante, mais déjà le regard commence à fouiller. Et l'image de Léopold, au milieu d'une mare de sang, commence à se préciser. Le corps est recroquevillé devant une malle sur laquelle il était assis et dont il vient de tomber. Suivent les hauts cris et les gémissements de leur vieille bonne accourue derrière lui et qui vient d'entrer. Le regard d'Aurel attrape celui de Léopold. Ce regard qui s'éteint dans une tête tranchée et projette l'ombre d'un regret et peut-être l'imploration d'un pardon. Tranché avec détermination, il ne s'est pas contenté de sectionner la veine jugulaire et d'entamer la carotide. Il a poussé la lame dans les cartilages de la thyroïde, entamé les muscles. La gorge ouverte débite un flot de sang, la tête bascule sur le côté droit. Et puis enfin, c'est le dernier passage que j'ai prévu de vous lire, la fin de cette navigation funèbre, si on veut bien, la dernière ligne droite avant le cimetière de San Michele. Au fond, le pont d'Ona ceinturait l'horizon et l'aube pointait un rouge translucide derrière un rideau d'un gris argenté. Parfois, dans le malheur, le monde paraît trop beau pour être vrai. Dieu se moque de toi, souffle-t-il en direction de son frère, aussitôt surpris, un peu honteux d'avoir prononcé ces mots. Dieu ne gratte pas, il n'efface rien. Christ suffit pour le sang. Planté à la proue au pied de l'ange, protégé dans une gaine de verre, la bougie perdait de son éclat à mesure que le jour pointait. Et maintenant le petit cortège entre en mer. L'horizon s'ouvre sur l'île des morts. Sur la droite, on distingue la rondeur du clocher de San Michele et au loin les clochers et les toits de Murano pointent comme une rangée de dents carriées. Et tandis qu'il vogue vers San Michele, une grande douceur s'installe. Le corps agile de la gondole glisse sur l'eau comme le parcours d'une main sur la peau, caresse abstraite sur peau infinie, dans le quasi-silence d'un palpitement de rame. C'est ce qu'aurait écrit Brodsky, encore loin d'être né, dans un siècle et quelques années, devenu voisin de Léopold dans sa dernière demeure 161 ans plus tard, et qui voyait dans l'entêtement de l'eau l'affirmation matérielle du temps et sa promesse qu'un jour tout serait englouti. Mais pour l'heure, la gondole aborde, bientôt suivie des 4 barques. Des porteurs s'emparent du cercueil de Léopold. Ils sont comme des ombres dans le contre-jour d'un soleil pâle. Aurel se tourne vers ses hôtes qui se laissent aller à des mouvements désordonnés dans le seul but de se réchauffer. Il serre des mains, les yeux mi-clos, connaissant peu les peintres vénitiens et les peintres étrangers résidant à Venise. Il serre la vieille bonne dans ses bras, comme il l'aurait fait sa mère. Il serre les dents pour retenir ses larmes. Il serre les poings quand le regret l'assaille de ne pas sentir la main réconfortante de sa sœur Adèle, qu'il avait pourtant dissuadé lui-même d'accomplir un si triste voyage en si peu de temps. Au lieu de la consolation d'un visage aimant et familier, il salue une femme inconnue, différente, d'un autre monde, et entend soudain la voix de Léopold lui disant « Je voudrais te sentir avec une femme ». C'est une femme du peuple, très belle, dont il a remarqué le naturel et perçoit la présence comme une anomalie, ne pouvant s'empêcher de l'interroger du regard. Elle semble hésiter, comme quelqu'un qui craindrait de se trahir en parlant, puis se contente d'étreindre ses 2 mains. Elle ne pleure ni ne parle, mais le message passe, comme une onde, qu'elle aimait Léopold. Peut-être plus authentiquement qu'aucune autre, présume-t-il, entrevoyant la possibilité d'un frère heureux. Il salue encore, des visages sur lesquels il peut mettre des noms, Schnetz, Odier, Navez, Ingres, mais aussi des noms connus sur des visages inconnus.
Mon frère avait une vie secrète, suppose-t-il. Il aimait sans rien dire. Il avait un amour impossible et des amours secrètes. Tellement honnête qu'il se sentait coupable d'être désespéré. Il sent sa colère refluer, s'apaiser, se diluer dans les méandres de la pitié. Il veut croire à la possibilité de l'insouciance et du plaisir de vivre. Il se promet de continuer à promouvoir l'œuvre de son frère et d'en tirer tout le profit possible. Il se sent brisé de chagrin, mais aussi libéré du poids de devoir sans cesse réconforter Léopold. À ce moment, un sexagénaire agité et assez corpulent, avec un nez énorme et une voix râpeuse, l'a abordé. « Turner !» marmonne-t-il, ou quelque chose d'approchant. Or elle se demande s'il a bien entendu et n'ose pas le faire répéter car un artiste ne pouvait pas ne pas connaître Turner. Merci de votre attention.